Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Nova. Comme à votre habitude, c'est moi, Nova Mind, qui vous guiderai à travers cette nouvelle vidéo. Alors, petite précision avant de commencer, il se peut que j'ai quelques légers soucis de prononciation avec certains noms, surtout en anglais ou quand ça devient un peu compliqué. Mais bon, vous ne m'en tenez pas rigueur, on fait comme on peut, hein. Quant à l'aspect vidéographique, bon, soyons honnêtes, niveau animation et montage, je suis à peu près aussi doué qu'un frigo. Alors, ne vous attendez pas à du Spielberg, on en est très loin, mais j'ai fait de mon mieux pour choisir des images qui correspondent à peu près à ce que je raconte. Pas de grandes animations ni de mouvements de caméra épiques, mais au moins c'est cohérent. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une exploration des coulisses du pouvoir, là où l'histoire croise les secrets et les mystères. Installez-vous confortablement, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous faire réfléchir sur ce qui se cache réellement derrière ce qu'on appelle les élites de ce monde. Une histoire bien plus profonde qu'elle ne semble l'être au premier abord. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je tiens à préciser que les informations que je vais partager sont le fruit de recherches et de diverses sources consultées. Il est important de comprendre que je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Ce que je vais vous présenter contient des éléments qui sont cohérents et possibles, mais cela ne signifie pas pour autant que tout est véridique. Mon objectif n'est pas de dire ce qui est vrai ou faux, mais plutôt de proposer une réflexion et une manière d'aborder ces sujets. Chacun est libre de se faire sa propre opinion. Tout commence avec la franc-maçonnerie. Créée officiellement au XVIIe siècle, elle trouve ses racines parmi les guildes d'artisans, notamment les tailleurs de pierre, qui possédaient un savoir-faire unique lié à la construction des cathédrales et autres édifices importants. Ces artisans échangeaient des connaissances techniques essentielles tout en partageant des valeurs de fraternité et de solidarité. Mais au-delà de ces échanges, la franc-maçonnerie s'est peu à peu transformée en une société secrète cherchant non seulement à préserver les techniques artisanales, mais aussi à véhiculer des savoirs philosophiques, spirituels et humanistes. Le but initial de cette société était double. D'une part, protéger et transmettre un savoir technique exclusif, et d'une autre part, bâtir une société basée sur des principes de vertu, de liberté et de réflexion rationnelle. Pour cela, un certain secret entourait leurs rituels qui servait à tester la loyauté et l'engagement des membres envers ces idéaux. Cette transmission de savoir et de rituels avait pour finalité d'éclairer les esprits et de créer une élite intellectuelle capable de guider la société vers une forme de progrès moral et spirituel. Ce réseau d'hommes influents de divers horizons professionnels et intellectuels est rapidement devenu synonyme de pouvoir. Avec le temps, la franc-maçonnerie a non seulement attiré l'admiration, mais aussi la suspicion, en raison de ses secrets maintenus autour de leurs réunions et de leurs objectifs, ce qui, naturellement, a conduit à l'émergence de nombreuses théories conspirationnistes. C'est dans ce contexte, environ 60 ans après la création officielle de la franc-maçonnerie, au début du XVIIe siècle, qu'en 1776, Adam Weishaupt, un professeur de droit à l'université d'Ingolstadt en Bavière, décide de créer l'ordre des Illuminati. Weishaupt, profondément insatisfait de l'emprise de la religion sur la société, rêvait d'un monde régi, dit-il, par la raison, la science et la liberté de penser. Son but ultime était de bâtir une société libérée des dogmes religieux et des hiérarchies de pouvoir oppressives qui maintenaient l'ordre social en place. Pour étendre l'influence de son ordre, Weishaupt comprit rapidement qu'il devait s'appuyer sur une structure déjà bien établie. C'est pourquoi, un an après la création des Illuminati, en 1777, il rejoignit la franc-maçonnerie. Toutefois, il fut vite déçu par cette organisation qu'il percevait comme trop ancrée dans ses traditions et rituels anciens, incapable de porter le changement intellectuel et social qu'il prônait. Il voyait la franc-maçonnerie comme une structure stagnante, plus axée sur le maintien des anciennes pratiques que sur l'innovation. Malgré sa déception, Weishaupt réussit à intégrer plusieurs de ses idées au sein des loges maçonniques, en recrutant des membres influents et en fusionnant certains principes des Illuminati avec ceux de la franc-maçonnerie. Cette expansion, bien que rapide, se heurta aux tensions internes des loges et à la méfiance croissante du gouvernement bavarois qui voyait d'un mauvais œil la montée de cette organisation secrète. En 1785, sous la pression gouvernementale, l'ordre des Illuminati fut officiellement dissous, marquant la fin de cette première phase de son existence. Ainsi, pour la première fois, les chemins des Illuminati et des francs-maçons se croisèrent dans un contexte de bouleversements intellectuels et sociaux. Adam Weishaupt, en cherchant à étendre son influence, trouva dans la franc-maçonnerie un réseau déjà établi, un réseau qui, à première vue, semblait incarner le changement.
Mais derrière les portes fermées des loges maçonniques, il découvrit une organisation ancrée dans la tradition où, d'après lui, le changement était plus symbolique que réel. Cependant, malgré cette déception, il parvint à intégrer subtilement ses idées révolutionnaires dans certaines loges, fusionnant les idéaux Illuminati de raison et de liberté avec les rituels séculaires de la franc-maçonnerie. C'était le début d'une alliance secrète, un lien fragile mais puissant, qui allait éveiller les soupçons et les peurs des autorités et qui, dès lors, allait alimenter des siècles de mystères et de théories. Mais avant d'aller plus loin, venons-en à ce qui pourrait être l'un des mystères les plus controversés de notre époque, les protocoles des sages de Sion. Après avoir exploré les deux premières entités et leurs liens, nous plongeons maintenant dans un document qui soulève encore de nombreuses interrogations. Un texte qui attise autant la curiosité que la méfiance. Qui est réellement derrière ce document? Ce document est souvent présenté comme la preuve d'un complot juif mondial visant à contrôler la planète. Cependant, d'après certaines puissances et gouvernements, il est aujourd'hui largement reconnu comme un faux. Il aurait été publié pour la première fois dans les années 1890 en Russie. Il paraîtrait qu'il aurait été conçu dans le but de discréditer les juifs et de justifier des actes anti-juifs à travers le monde. Bien des années plus tard, les nazis s'en serviront pour propager leurs idéologies immondes et renforcer le nazisme en Europe. Les protocoles des sages de Sion ne seraient apparemment rien d'autre qu'un plagiat partiel apparemment d'un pamphlet politique écrit par Maurice Joly en 1864 visant à critiquer Napoléon III. Bien que démystifié en 1921 par The Times de Londres et jugé comme un faux lors d'un procès en Suisse en 1935, les idées des protocoles des sages de Sion continuent de résonner dans l'imaginaire collectif. Mais pourquoi? Est-ce pour des raisons justifiées ou pour entretenir un mensonge opportun? Il est indéniable que de nombreux éléments évoqués dans les protocoles des sages de Sion, bien que ce document soit officiellement considéré comme un faux, résonnent de manière troublante avec certains mécanismes présents dans notre société moderne. Le contrôle exercé sur les médias, l'éducation, les forces de sécurité, la finance et d'autres, tous des aspects abordés dans ces récits controversés, semblent être plus que des coïncidences. Aujourd'hui, en France et ailleurs, il est difficile d'ignorer que ces secteurs clés sont effectivement dominés par une poignée d'élites. Ces entreprises géantes possèdent et contrôlent la majorité des médias, limitant ainsi la diversité des opinions et des informations accessibles au public. Le fait que cette concentration de pouvoir s'aligne avec des concepts mentionnés dans ces protocoles soulève une question cruciale. Sommes-nous face à une simple coïncidence ou à un plan soigneusement orchestré qui échappe à notre compréhension? Les similitudes sont-elles le fruit du hasard ou bien un écho d'un agenda plus vaste qui cherche à manipuler, orienter et contrôler les masses? Ce contrôle sur les institutions cruciales de la société semble être un schéma récurrent que beaucoup choisissent d'ignorer. Même si le document en lui-même a été discrédité, il devient de plus en plus difficile de ne pas voir les parallèles entre ce qui est décrit et ce qui se joue aujourd'hui à l'échelle mondiale. Il nous incombe de nous interroger, de rester critiques et surtout de ne pas négliger la possibilité que certaines forces que l'on croyait fictives ou exagérées puissent en réalité être à l'œuvre dans les coulisses. Pour en revenir aux Illuminati, bien que dissous officiellement, ils continuent de hanter les esprits et d'alimenter de nombreuses théories. Aujourd'hui encore, certaines personnes, qu'il s'agisse de penseurs avertis ou d'experts reconnus en politique, en finance ou dans d'autres domaines clés, sont convaincus qu'une élite dissimulée exerce une influence considérable. Des figures telles que l'économiste John Coleman, auteur de nombreux ouvrages sur les sociétés secrètes, ou encore des universitaires comme David Icke, sont quelques-unes des voix qui alimentent ces théories. Ils avancent que cette élite, qu'elle soit liée ou non aux Illuminati, continue de manipuler les masses à travers les secteurs de la politique, des finances et même du divertissement. D'ailleurs, il est légitime de se poser la question: comment une poignée d'individus contrôlant les leviers du pouvoir parvient-elle à influer sur des décisions globales sans que cela ne soulève plus de doutes? Ces élites, dans l'ombre, semblent se partager les secteurs de domination. Les Illuminati, par exemple, seraient particulièrement influents dans le domaine du divertissement,
notamment dans l'industrie musicale et cinématographique. De nombreux artistes de renom, tels que DMX entre autres, ont évoqué de manière brève et codée des pressions venant de cercles puissants, ce qui a souvent conduit à leur marginalisation, voire à les faire passer pour fous. Quant à la franc-maçonnerie, elle serait plus orientée vers le contrôle des sphères institutionnelles, comme la justice, la médecine, où des figures influentes tiendraient les rênes des décisions cruciales qui touchent directement à la vie des citoyens. Enfin, les adeptes des protocoles des sages de Sion se concentreraient davantage sur le secteur de la finance et le contrôle de l'information, notamment des médias de masse. Cela expliquerait pourquoi une poignée d'entreprises détient la majorité des grands médias, limitant ainsi la diversité des points de vue et maintenant un discours unifié souvent critiqué pour son uniformité. Cette élite manipulerait non seulement l'actualité, mais également le contenu télévisuel, faisant en sorte que tout ce qui passe par l'écran de télévision ou les réseaux sociaux soit méticuleusement orchestré pour orienter l'opinion publique. Ce qui rend cette toile d'autant plus complexe, c'est que bien que ces trois entités soient souvent ou pas associées dans l'imaginaire collectif, elles ne sont pas nécessairement alliées. Il existerait des tensions internes au sein de chaque groupe où chacun obéit à une hiérarchie bien définie. Cependant, un secret commun semble les unir, leur permettant de fonctionner comme une machine bien huilée. Chacun y trouve son compte, chaque groupe ayant son propre rôle dans ce vaste puzzle de pouvoir et d'influence. Prenons un exemple qui a secoué le monde entier, la pandémie du Covid-19. Ce moment historique a révélé bien plus que des enjeux de santé publique. Il a exposé des dynamiques de contrôle qui continuent de susciter de profondes interrogations. Les gouvernements ont pris des décisions drastiques, imposant des confinements, des campagnes de vaccination et de multiples restrictions. Au début, il nous a été dit que les vaccins étaient sûrs et allaient nous protéger du virus. Mais peu à peu, le discours a évolué. Les vaccins n'offraient plus d'immunité complète, mais réduisaient simplement les symptômes. Ensuite, il y a eu le flou autour des masques, d'abord jugés non essentiels puis rendus obligatoires. Cette incohérence dans les informations diffusées par les autorités a semé le doute dans l'esprit du public. De nombreuses personnes vaccinées ont par ailleurs rapporté des effets secondaires inquiétants. Plus le temps passait, plus les témoignages de personnes vaccinées souffrant d'effets secondaires lourds se multipliaient. En revanche, bien que certains non vaccinés aient attrapé la maladie, leurs symptômes se révélaient souvent moins graves que certains des effets secondaires rapportés par les vaccinés. De plus, il semblait rare qu'ils contractaient à nouveau la maladie. Cette différence de symptômes a suscité des suspicions. Ces effets étaient-ils un simple hasard ou un signal d'alarme à prendre au sérieux? Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les vaccinés, certains ont continué de souffrir d'effets secondaires, et ce même après la fin de la pandémie, et même encore jusqu'à aujourd'hui. Pour certains, cette situation ressemble à une expérience grandeur nature, une façon de tester la réactivité des masses. Pour d'autres, il s'agit d'un test mondial visant à évaluer l'obéissance des populations face à des restrictions toujours plus drastiques. Est-ce là un moyen de mesurer notre dépendance à un système qui contrôle non seulement nos corps, mais aussi nos esprits? Ce test de résistance psychologique soulève une question cruciale. Jusqu'où serons-nous capables d'accepter ce contrôle croissant sans même nous en rendre compte? Ou pire encore, sommes-nous conscients de ce contrôle, mais refusons-nous d'y faire face parce que la vérité est trop douloureuse à accepter? Est-ce là la véritable manœuvre subtile de l'État? Affaiblir nos esprits critiques, nous pousser à travailler toujours plus, à nous épuiser pour finalement nous rendre dépendants du divertissement comme unique échappatoire? En fin de compte, ne sommes-nous pas devenus le bétail et docilement guidés par ces élites qui jouent le rôle de bergers? Les Illuminati, bien que souvent relégués au rang de théories conspirationnistes, leur symbolisme reste omniprésent. L'œil de la Providence, ce symbole mystérieux, apparaît dans de nombreux clips musicaux, œuvres cinématographiques, et même sur des symboles officiels comme le billet de 1 dollar américain. Ce symbole intrigue. Est-ce un simple choix artistique ou est-ce un mécanisme d'un contrôle plus vaste, un signe subtil de surveillance et d'influence? Ces éléments, bien que discrets, continuent d'alimenter les discussions autour de l'idée qu'une élite utilise l'industrie du divertissement pour façonner les esprits et orienter les pensées des masses. Quant aux francs-maçons, comme mentionné plus tôt, leur influence se déploierait
plus dans les domaines des grandes institutions. Bien que leur pouvoir soit exercé de manière discrète, il est bien présent et souvent reconnu par ceux qui connaissent les rouages internes du système. Depuis des siècles, les francs-maçons ont su tisser des réseaux puissants au sein des institutions clés de la société, façonnant les décisions politiques et sociales. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention, préférant opérer dans l'ombre, mais leur empreinte est indéniable dans des sphères de décision cruciales. Quant aux suiveurs des protocoles des sages de Sion, un texte qui, bien qu'officiellement discrédité comme un faux, suscite encore des interrogations. Ces protocoles décrivent un plan de domination mondiale par le contrôle de la finance, des médias et d'autres domaines où certaines élites ont effectivement consolidé un pouvoir énorme. Bien que ces écrits aient été rejetés par de nombreuses autorités, on peut se demander pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour les discréditer. Est-ce vraiment parce qu'ils sont complètement infondés, pour prouver leur inauthenticité, ou bien y avait-il des vérités gênantes qu'il fallait étouffer à tout prix? La concentration du pouvoir dans les secteurs financiers, médiatiques et d'autres par une poignée d'acteurs soulève des questions légitimes sur la manière dont l'information et l'économie mondiale sont réellement contrôlées. Ces trois groupes, bien que plus ou moins distincts dans leurs objectifs, semblent avoir chacun un rôle bien défini dans des sphères spécifiques. Les Illuminati, les francs-maçons et les suiveurs des protocoles de sages de Sion concentrent leur influence dans différents domaines, mais leurs actions ne se limitent pas à des enjeux locaux ou régionaux. Bien qu'ils soient majoritairement issus des sociétés occidentales, leur emprise s'étend à l'échelle mondiale. Leur influence dépasse les frontières et leur contrôle, bien que subtil, est très réel. C'est un ordre mondial qui se déploie, un ordre que la majorité des citoyens ne perçoit pas ou feint de ne pas percevoir. Ces entités ne sont pas nécessairement alliées, mais elles semblent suivre un fil conducteur commun, maintenir un contrôle strict non seulement sur les ressources et l'information, mais surtout sur les esprits des masses, empêchant ainsi toute véritable remise en cause de leur domination. En plus de leur contrôle sur les institutions et les réseaux d'influence, ils parviennent souvent à échapper aux lois qui s'appliquent au commun des mortels. Qu'il s'agisse de manipulations financières, d'abus de pouvoir, voire d'atrocités bien plus graves, leur appartenance à ces groupes leur permet généralement de contourner tout type de problème juridique. Cette impunité n'est pas due au hasard, mais bien à leur position privilégiée au sein de ces élites. Et si, par hasard, l'un d'entre eux devait être exposé ou confronté à la justice, ce n'est jamais par accident. C'est le signe qu'il n'était lui aussi qu'un pion dans un jeu plus vaste, sacrifié parce que sa hiérarchie l'avait décidé ainsi. La véritable élite sait comment protéger ses propres membres, et lorsqu'elle choisit de ne pas le faire, c'est bien souvent pour servir un intérêt plus grand. Ce contrôle n'est pas une simple coïncidence. Il est le résultat d'un plan délibéré, construit méthodiquement par des élites qui, depuis des siècles, cherchent à concentrer le pouvoir entre leurs mains. Tous ces groupes semblent œuvrer vers un même but, maintenir les populations sous leur influence tout en divisant les masses pour mieux les manipuler. Les crises que nous traversons, qu'elles soient économiques, sanitaires ou sociales, ne sont pas de simples accidents de l'histoire. Elles sont souvent instrumentalisées, voire orchestrées, pour permettre à ces élites de renforcer leur emprise. L'hypocrisie des décisions gouvernementales devient évidente lorsqu'il s'agit des alliances internationales où les États se mobilisent non pas pour défendre la vérité ou la justice, mais pour poursuivre des intérêts économiques et géostratégiques. Prenons par exemple l'intervention en Libye en 2011. Présentée comme une mission pour protéger les civils, elle cachait en réalité des enjeux beaucoup plus sombres. Derrière cette justification humanitaire se trouvait la volonté de contrôler, entre autres, les vastes ressources naturelles du pays. De même, l'intervention en Irak en 2003, prétendument menée pour détruire des armes de destruction massive, s'est révélée être une opération motivée par des intérêts pétroliers et géopolitiques. Ces faits ne sont pas des théories du complot, mais des événements bien documentés et analysés par de nombreux historiens et experts. Ils démontrent à quel point les véritables motivations des puissances mondiales sont souvent camouflées derrière des discours rassurants, tandis que les véritables objectifs restent cachés. Pendant ce temps, les véritables débats qui devraient animer nos sociétés sont délibérément détournés ou carrément ignorés. Les questions cruciales sont laissées dans l'ombre. Les polémiques superficielles soigneusement orchestrées captent l'attention du grand public, détournant son regard des sujets fondamentaux. Pendant que ces diversions capturent l'imaginaire collectif,
les décisions les plus importantes sont prises en arrière-plan, hors de la portée du débat public. Cela ne fait que renforcer l'idée que les pouvoirs en place manipulent ainsi l'information pour protéger leurs propres intérêts, tout en maintenant l'apparence d'une démocratie fonctionnelle. L'hypocrisie de ces décisions s'observe également dans la gestion des affaires nationales, où les véritables problèmes sociaux sont souvent laissés de côté. Aujourd'hui en France, plusieurs personnalités et lanceurs d'alerte dénoncent ces scandales, mais leurs voix sont généralement censurées dans les grands médias. Prenons le cas d'Antoine Deltour, qui a révélé le scandale de LuxLeaks en 2016. Ce lanceur d'alerte a exposé un vaste système d'optimisation fiscale impliquant des entreprises françaises utilisant le Luxembourg pour échapper à l'impôt. Bien que ces révélations aient été d'une importance capitale pour l'intérêt public, il a été poursuivi en justice pour ses actions, illustrant à quel point les voix qui dénoncent les abus sont systématiquement marginalisées. Dans le domaine de la santé, Anthony Smith, un inspecteur du travail, a été sanctionné pour avoir mis en lumière l'insuffisance des protections des travailleurs en plein cœur de la pandémie. Il avait sonné l'alarme concernant le manque de masques dans certaines associations d'aide à domicile, mais ces avertissements ont été largement ignorés et il a été réprimandé pour ses actions. Ces cas ne sont que la pointe de l'iceberg. Des figures comme Denis Robert, journaliste à l'origine de l'affaire Clearstream, ont également été ostracisés pour avoir révélé des pratiques financières opaques impliquant des grandes figures économiques. Malgré les preuves concrètes qu'il a apportées, les procès et tentatives de discrédit à son encontre montrent clairement la réticence du système à laisser ses vérités éclater au grand jour. Tous ces exemples montrent que les lanceurs d'alerte, bien qu'ils révèlent des pratiques nuisibles pour la société, sont souvent réduits au silence. Leurs dénonciations dérangent, car elles exposent des vérités que ceux au pouvoir préfèrent garder cachées. Ces affaires pourtant cruciales restent en grande partie écartées des grands débats médiatiques et les véritables problèmes, comme les retraites précaires, la crise des hôpitaux ou l'éducation, sont relégués à l'arrière-plan. Les discussions sont continuellement orientées vers des polémiques superficielles, masquant ainsi les dysfonctionnements profonds du système et les décisions qui impactent réellement les citoyens se prennent dans l'ombre. Revenons brièvement à l'exemple de la pandémie, qui a révélé à quel point les gouvernements peuvent imposer des restrictions drastiques et des campagnes massives sous couvert de sécurité publique. Les incohérences dans les discours officiels, les effets secondaires des vaccins ainsi que les confinements imposés ont non seulement semé la confusion, mais aussi affaibli l'esprit critique des masses. Tandis que les populations étaient distraites par la peur et l'incertitude, des décisions cruciales ont été prises en coulisses, souvent pour répondre à des intérêts économiques et politiques qui échappent au contrôle des citoyens. Alors pourquoi ce contrôle ? Quel est l'intérêt pour ces élites de nous maintenir dociles, obéissants et réfractaires à toute forme de rébellion ? La réponse semble résider dans un objectif plus large de domination. En divisant le monde en régions prospères et en zones de pauvreté extrême, les élites parviennent à neutraliser toute tentative d'opposition organisée. Dans les régions pauvres, les populations sont trop occupées par leur survie pour se soulever, tandis que dans les pays plus riches, les citoyens confortablement installés dans un apathique confort matériel sont distraits par des débats superficiels et stériles. Mais ce contrôle va bien au-delà de la simple gestion des inégalités. Il s'agit aussi de façonner les esprits. Nous avons été lentement mais sûrement conditionnés à accepter cet ordre des choses, devenant des individus égoïstes, focalisés sur notre propre survie, incapables de nous unir pour provoquer un véritable changement. Les élites cultivent cette division, utilisant les leviers tels que le racisme, les tensions sociales et même l'immigration pour fragmenter la société. Ces conflits, bien qu'ils semblent spontanés, sont souvent alimentés par ces mêmes élites qui se lavent les mains des conséquences qu'ils provoquent dans l'ombre. Finalement, chaque crise, chaque tension sociale, chaque événement tragique sert un objectif bien précis. Rien n'est laissé au hasard. Qu'il s'agisse de guerres, d'attentats ou d'autres tragédies, tout semble orchestré pour préserver le pouvoir de ces élites et garantir que leur domination ne soit jamais remise en question. Nous ne sommes que des pions dans un jeu bien plus vaste où chaque décision, chaque manipulation sert à maintenir un équilibre qui leur permet de régner sans opposition. Depuis des siècles, ces trois groupes ont bâti des réseaux puissants, influençant les institutions et les prises de décision dans l'ombre tout en consolidant leur pouvoir. Leur objectif, maintenir le contrôle des masses à leur avantage.
Aujourd'hui, ils manipulent la société en créant des divisions sociales et en détournant l'attention des véritables enjeux, nous tenant distraits et divisés. Tant que nous restons dans cet aveuglement collectif, leur contrôle perdurera. Pour espérer briser ce cercle, il est essentiel de regarder la réalité en face, de se détacher des distractions et de reconquérir notre liberté. Mais la vraie question reste, serons-nous prêts à affronter ces vérités ? Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que cette plongée au cœur des mystères qui semble à la fois si proche de nous mais pourtant invisible vous a captivé autant qu'elle m'a fasciné. Ces sujets sont à la fois fascinants et complexes et je suis impatient de découvrir vos avis. Partagez vos réflexions et vos idées dans les commentaires, je serai ravi de les lire et d'échanger avec vous. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'explore dans une prochaine vidéo, ou si vous souhaitez que je revienne sur certains points déjà abordés et que je les approfondisse, faites-le moi savoir. Vos idées m'inspirent et ensemble nous pourrons continuer à explorer non seulement des mystères, mais aussi bien d'autres vérités cachées derrière le voile de notre quotidien. Si cette vidéo vous a plu et uniquement si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Quant à moi, je ferai tout pour m'améliorer au fil des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Nova. À très vite et surtout, gardez l'esprit ouvert.